Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'imbroglio autour de la manifestation ce jeudi contre la loi travail. La CGT et une partie de la gauche dénoncent une atteinte à la démocratie, tandis que la préfecture et le gouvernement veulent une mobilisation statique. En attendant, cette situation de blocage nuit au tandem Hollande-Valls, toujours plus bas dans les sondages. Le débat sur ce sujet est à suivre. Lui remonte dans les enquêtes. Nicolas Sarkozy à l'offensive sur tous les sujets. Brexit, loi travail et autres. Le patron des Républicains connaît une véritable dynamique qui lui permet de prendre la tête chez les sympathisants de droite. Alors qu'Alain Juppé ou encore Emmanuel Macron enregistrent un coup de mou. Et c'est l'édito politique de Marcelo Vesfried. Un sujet de société au programme ce soir, comment rendre la justice plus moderne, plus proche des justiciables? Faut-il faciliter par exemple certaines procédures comme le divorce par consentement mutuel sans juge? À quelle justice va-t-on aboutir avec la nouvelle réforme du fonctionnement de nos institutions judiciaires? Le sujet concerne tous les citoyens, on en parle tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci d'être avec nous, vos questions et puis toutes vos réactions avec notre hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Les syndicats s'opposent plus que jamais ce soir au gouvernement. Ils refusent tout rassemblement statique et veulent défiler ce jeudi contre la loi travail. Les 7 syndicats mobilisés auraient même fait des propositions de parcours alternatifs. On voit ça avec Mounir Soussi. La passe d'armes va-t-elle tourner à l'avantage des syndicats ou du gouvernement? La préfecture de police et les syndicats se sont réunis aujourd'hui. Toutes les options restent sur la table, l'interdiction, le rassemblement statique ou un défilé classique. Les organisateurs sont prêts à modifier l'itinéraire du cortège si la manifestation est autorisée. Ils partiraient de Bastille pour rejoindre la place d'Italie. La décision finale de la préfecture est attendue ce soir ou demain. Des informations contradictoires ont circulé aujourd'hui sur une possible autorisation du défilé, rapidement démentie par le ministère de l'Intérieur. Le sujet est ultra sensible et c'est en haut lieu que l'arbitrage final sera rendu à l'Elysée et à Matignon. Depuis plus d'une semaine, le gouvernement affiche sa fermeté en brandissant la menace d'interdiction si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Une stratégie qui vise à faire basculer la pression du maintien de l'ordre du côté des syndicats après les débordements du défilé du 14 juin. La loi travail, c'est aussi l'examen du texte au Sénat qui se poursuit. Saveria Rojek suit pour nous les débats toute cette semaine. Au menu, ce soir, Saveria, des discussions sur le compte personnel d'activité, le fameux CPA. Absolument, Paul. Et le CPA, c'est surtout ce que le gouvernement présente comme une des grandes avancées sociales du quinquennat. En fait, ce compte va regrouper tous les acquis d'un salarié dans sa carrière, la formation, la pénibilité ou encore le chômage. Le CPA va en effet réunir le compte personnel de formation, le compte pénibilité, mais aussi le compte engagement citoyen qui vise à reconnaître les activités bénévoles. En clair, eh bien, c'est l'ébauche d'une sécurité sociale professionnelle chère à François Hollande. La droite, bien sûr, elle ne l'entend pas de cette façon. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, ne s'est pas privé de le faire savoir en réclamant depuis plusieurs semaines la fin du compte personnel d'activité. Eh bien, les sénateurs lui ont donné raison. Ils ont profondément modifié le dispositif pour ne pas alourdir, selon eux, les contraintes qui pèsent sur les entreprises. On a surtout voulu éviter une nouvelle usine à gaz en simplifiant le compte pénibilité, m'expliquait tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur Les Républicains, rapporteur du projet de loi ici au Sénat. Faux, rétorque bien sûr Myriam El Khomri, la ministre du Travail. En attendant, les débats sur cette question commencent ici même à 23h. Merci beaucoup Saveria pour ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure à 23h. Dans l'actualité également, ce chiffre, 48 000 morts par an en France du fait de la pollution atmosphérique. Les particules fines tuent presque autant que l'alcool. C'est le constat fait par la nouvelle agence de santé publique. On voit ça avec Jérôme Rabier. La pollution de l'air est désormais la 3e cause de mortalité en France. 48 000 décès par an lui seraient imputables, dont 34 000 seraient évitables selon une étude de l'organisme Santé publique France. Concrètement, la pollution de l'air ampute l'espérance de vie d'un adulte âgé de 30 ans de 15 mois s'il réside dans une grande ville, mais aussi de 9 mois en zone rurale, confirmant que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Santé publique France précise également que les pics de pollution sont certes plus visibles, mais pèsent moins sur la santé que l'exposition chronique. Pour lutter contre ces effets sanitaires, Ségolène Royal a annoncé plusieurs mesures ce matin. Les collectivités locales pourront mettre en place des vignettes automobiles classant les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes.
6 catégories seront créées et les moins bien classés pourraient être interdits de circulation certains jours critiques. Mais cela restera au bon vouloir des villes. La mairie de Paris a d'ores et déjà annoncé que les véhicules immatriculés avant 1997 seront interdits de circulation la semaine, entre 8h et 20h à partir du 1er juillet prochain. Dans 2 jours se tiendra le référendum britannique sur un éventuel Brexit. Pour Nicolas Sarkozy, le projet européen doit être repensé. Ceci quel que soit le résultat de cette consultation. Pour l'ancien président Angela Merkel, la chancelière allemande qu'il a rencontrée aujourd'hui, y serait également prête. Et puis regardez, cet appel, il est signé d'une trentaine d'entreprises françaises. On peut lire « S'il vous plaît, amis britanniques, restez ». On vous aime, un document en anglais publié dans la presse aujourd'hui pour prévenir des conséquences économiques du Brexit. Et puis la mort d'Edgar Pisani, le résistant, l'ancien ministre de Charles de Gaulle et de François Mitterrand, s'est éteint à l'âge de 97 ans, gaulliste de gauche passé au socialisme. Ce soir, François Hollande a salué un esprit visionnaire, un réformateur ardent et un républicain détaché des querelles partisanes. On revient à l'information de la journée, le blocage entre gouvernement et syndicats sur la loi travail. C'est notre premier débat ce soir. Oui, c'est un bras de fer qui dure depuis plusieurs semaines et qui connaît un moment paroxystique avec l'imbroglio autour de la manifestation contre la loi travail ce jeudi, après-demain. La CGT, une grande partie de la gauche dénonce l'interdiction de manifester et refuse aussi une mobilisation dite statique. La situation reste bloquée. Le gouvernement cherche de son côté également à sortir d'un piège de plus en plus politique. On en parle avec nos invités ce soir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, vice-président délégué du groupe Les Républicains. Avec nous également Corinne Narassiguin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Nous accompagne Éric Coquerel, bonsoir à Bonsoir. vous. Coordinateur politique du Parti de gauche. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion de l'Institut Sondage Harris Interactive. Madame, messieurs, avant de parler des rassemblements et de la mobilisation ce jeudi, Philippe Dallier, rarement la situation n'aura été vraiment aussi bloquée. Chacun campe sur ses positions. Comment est-ce que vous décrivez cette situation? Demain matin, dans le Figaro, c'est François Fillon qui dit qu'il n'y a pas de chef à la tête de l'État. C'est le cas? Je pense que ce quinquennat est un naufrage qui n'en finit pas. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, ils étaient tous du même côté de la barrière. Le Parti Socialiste, le Front de Gauche, la CGT, ils étaient tous là au son du discours du Bourget pour vendre aux Français une politique. Et 4 ans plus tard, le chômage n'a jamais été aussi haut et ils sont absolument divisés. Je ne sais même pas si le terme est suffisant. Le pays est bloqué, les réformes n'avancent plus. Bon, on est dans une situation de quasi-blocage du pays. Voilà, donc c'est un naufrage ce quinquennat. Et je pense qu'effectivement, François Hollande porte la responsabilité première. Il est le président de la République aujourd'hui. C'est lui qui avait vendu en 2012, sur le discours du Bourget, une certaine politique qui a échoué. Il a changé de politique. Et aujourd'hui, effectivement, le Front de gauche et la CGT ne comprennent pas. Et je comprends qu'ils ne comprennent pas. Parce que en finir par le texte que nous examinons en ce moment au Sénat, c'est-à-dire un texte qui, à mon avis, va dans le bon sens. Après, il faudrait qu'on ait le temps de discuter du fond. Oui. Mais un texte qui va dans le bon sens. Le président de la République a fini, j'allais dire, par s'y résoudre. Et je comprends que de l'autre côté de la barrière, les syndicats ne peuvent pas comprendre. C'est un tableau peut-être un peu apocalyptique que vous décrivez. Mais, écoutez, apocalyptique. Mais peut-être qu'Éric Coquerel, assez étrangement, sera d'accord avec vous sur la situation du pays. Oui, enfin, sauf qu'on n'était pas au Bourget. Qu'avant de parler de naufrage, on avait déjà parlé d'un capitaine de pédalo. Oui, c'est vrai, c'était... Voilà, donc vous conviendrez qu'on n'a pas vraiment à assumer un bilan qui n'est pas le nôtre, on n'a jamais été dans ce gouvernement. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on se dit, c'est, et je crois que beaucoup de Français se le disent, c'est que qu'est-ce qu'on attend pour arrêter les dégâts, quoi. Ce gouvernement n'a pas été élu pour faire la loi qu'il est en train de faire. Quoi qu'on pense de la loi, nous on pense qu'elle est mauvaise, elle attaque la protection sociale, il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas de légitimité dans le pays. À peu près sondage après sondage, vous avez toujours en gros 60 à 70% des Français qui sont contre. La majorité des syndicats... Ça reste un président élu, c'est la Attendez, laissez-moi continuer. La majorité des syndicats, vous me parlez d'un président élu. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il doit passer avec le 49-3. Et comme il essaye de passer en force, maintenant il commence à prendre son aise avec autre chose, c'est-à-dire la question des libertés publiques. Il y a eu l'état d'urgence, je vous rappelle, qui était promulgué pour lutter contre le terrorisme et qui est appliqué surtout sur les mobilisations sociales. 49.3, je viens d'en parler. Et maintenant, pour la première fois depuis la Ve République, on parle d'interdire des manifestations syndicales. Donc moi, ce que je dis, c'est que là, il est temps d'arrêter. Il est temps de retirer cette loi.
d'arrêter les tensions et les divisions dans ce pays qui est en train de secréter ce gouvernement, et j'allais dire de regarder la situation un petit peu autrement. Parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui commence à poser Corinne vraiment problème. Corinne répondre juste, excusez-moi, sur la CGT, Et une qui partie de entraîne la beaucoup de gauche. violence. Est-ce que vous ne criez pas trop facilement, parfois, j'allais dire même au martyr? Tout ça n'est pas un peu exagéré? S'il y a interdiction de manifestation, c'est pour éviter des violences, ou est-ce que vous y voyez une mauvaise intention? Non mais vous savez, c'est par petites touches à un moment donné qu'on attaque l'état de droit. C'est par l'état d'urgence. Je vous rappelle qu'un état d'urgence prolongé, c'est plus l'état de droit. C'est quand même quelque chose de pas anodin. Là maintenant, on commence à s'y habituer. Ça fait des mois qu'on est sous état d'urgence, où je vous rappelle que le pouvoir de police est assujetti, et le pouvoir de justice est dominé aujourd'hui par le pouvoir policier. Voilà. Enfin, la menace terroriste est toujours là. Mais oui, mais d'accord, mais vous conviendrez avec moi que l'état d'urgence n'a pas été fait pour s'appliquer au mouvement social, au mouvement citoyen. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Je vois bien les deux Le 49.3 est quand même un vrai problème. Monsieur Hollande l'avait dénoncé en son On a temps. compris. La Voilà. réponse. Et maintenant, Corinne on Narassiguin. interdit les manifestations. Je vois bien les exagérations des deux côtés, ce qui est très intéressant. C'est peut-être parce que la position raisonnable, c'est au milieu, c'est celle qu'on tient. Vous voilà centriste. C'est une position très minoritaire. Je crois qu'il faut. Alors, déjà, la seule manifestation qui a été interdite dans le cadre de l'état d'urgence, c'était quelques jours après les attentats, la grande manifestation pour la COP21, ce que tout le monde a bien compris. Depuis, il n'y a pas eu d'interdiction de manifestation. On a laissé quand même tout le mouvement social, toutes les démonstrations de contestation tout à fait librement s'exprimer, que ce soit au sein du Parti socialiste ou dans la rue, à l'Assemblée et dans la rue. Et donc, aujourd'hui, c'est effectivement la question de la sécurité. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu des dérapages extrêmement inacceptable la semaine dernière, avec possiblement des manifestants CGT, pas uniquement des casseurs qui se sont infiltrés dans les manifestations, mais des manifestants CGT qui se sont adonnés à des violences. Donc on voit bien que les syndicats aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui les dirigeants, vous êtes en train d'imposer une loi dont le peuple ne veut pas, et vous imposez, vous critiquez une fois de plus la CGT. Je ne généralise pas. Je pense qu'il y a des individus. Vous êtes comme Monsieur Gattaz. Je pense qu'il y a des individus qui se sont... Alors ça, c'est facile, c'est très très facile. C'est la ligne de M. Gattaz que vous reprenez. Mais il y a un trouble au sein de l'opinion, parce que expliquez-nous comment ça se fait qu'il n'y a aucun autre moyen, nous sommes en France avec une démocratie installée, une police républicaine, aucun autre moyen d'arrêter ces casseurs que celui d'interdire aujourd'hui ou de limiter les manifestations. Le problème, c'est justement, c'est que c'est pas uniquement d'empêcher les casseurs de s'infiltrer dans les manifestations. En plus, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit que les syndicats qui appellent aux manifestations ne contrôlent plus leurs propres manifestants qui eux-mêmes dérapent dans la violence. Donc à partir de là, ça devient extrêmement compliqué. C'est pour ça que les négociations continuent. Le but reste d'autoriser cette manifestation. La question, c'est de savoir comment on trouve... Vous venez de dire le but reste d'autoriser la manifestation. Mais bien entendu, le droit de manifester est un droit primordial. Mais le droit de manifester doit s'exercer. Bien sûr qu'ils aient le droit de manifester, c'est normal. Qu'ils aient le droit de manifester, c'est tout à fait normal. Moi, en termes de droit, je pense qu'il faut que ce droit soit respecté, mais il faut aussi que l'ordre public soit garanti. Donc c'est la question. Maintenant, moi, ce que je pose, c'est l'opportunité de cette manifestation. L'opportunité politique, à quoi sert-elle? Contester la loi travail. Vous allez nous répondre. Jean-Daniel Lévy, ce qui est assez incroyable, et on le voit sur ce plateau, c'est que d'un côté, il y a l'opposition de droite qui critique un manque de fermeté et d'autorité de ce gouvernement, de ce tandem exécutif, et la gauche de la gauche qui lui reproche un autoritarisme. C'est un véritable piège politique. Déjà, ce qui est assez frappant, c'est que François Hollande n'a jamais été considéré comme étant quelqu'un de profondément autoritaire. Et qu'on peut voir tous les traits d'image. Et à chaque fois qu'on a été amené à travailler sur l'image de François Hollande, la perception d'une manière générale par les Français et même par les sympathisants de gauche, il n'est jamais apparu comme étant un chef de guerre ou en tout cas un chef de gouvernement, et ça lui a vraiment été profondément préjudiciable, tant et si bien que on a parlé au début de son mandat des couacs de manière extrêmement marquée, et c'est une des raisons pour lesquelles Manuel Valls a pu arriver aux responsabilités à Matignon. Là, effectivement, il y a une différence. Alors, ça ne touche pas forcément François Hollande, mais ça touche l'exécutif, notamment à travers Manuel Valls. Et on est passé de l'autorité à l'autoritarisme. Et ce qui est assez frappant, c'est que les conditions dans lesquelles il y a pu avoir la présentation de ce qui s'appelait à l'époque la loi El Khomri, puis le projet de loi travail, ont participé profondément de cela. Parce qu'il y a eu l'annonce préalable que le gouvernement prendrait ses responsabilités et laissant entendre qu'il y aurait un 49.3 si jamais il n'y avait pas d'accord avec le gouvernement, avec le Parlement, et donc qu'il n'y aurait pas forcément d'image
de la confrontation syndicale. Ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas la première fois. Si vous prenez le CPE, c'était exactement le même registre. Les Français disaient, oui, il y a urgence à agir en faveur du chômage, oui, il y a urgence à agir en faveur du chômage des jeunes, mais à aucun moment, il y a eu d'image de confrontation avec les organisations syndicales d'un côté ou avec le Parlement de l'autre, et donc une opinion qui se radicalise. Donc il y a un profond trouble. Expliquez-nous, Philippe Dallier, puis Éric Coquerel va réagir. Comment, alors que vous voyez ce contexte social bouillant, comment vous allez soutenir encore ce qui est en train d'être détricoté au Sénat? Et s'il y a alternance, j'imagine que vous allez proposer ce genre de texte encore plus, j'allais dire libéral, que celui qui est proposé par le gouvernement. Je crois que ce que l'histoire retiendra, c'est que pour la première fois, effectivement, un gouvernement socialiste... Mais vous, comment vous allez faire? Non mais attendez, ça c'est le point de départ. Et pour moi, c'est un point de départ positif. Face aux 3,5 millions de chômeurs, face à cette mondialisation que nous n'arrivons pas, effectivement, à appréhender, un gouvernement socialiste a accepté l'idée de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la discussion et le dialogue... Vous voulez et le dialogue au niveau de l'entreprise prime dans certains cas de figure et sur certains sujets par rapport aux accords de branche qui tombent dans vous applaudissez le gouvernement sur ce point, mais vous, je pense que c'est d'ailleurs ce que l'histoire politique retiendra. Nous pensons effectivement que le texte allait dans la bonne direction. Il a été quasiment vidé de sa substance. Il reste l'article 2 que la CGT et le Front de gauche aimeraient voir tomber également, auquel cas il n'y aurait plus de texte du tout. C'est effectivement ce qui est recherché. Nous pensons que ce texte a été vidé de sa substance et effectivement, nous allons adopter ici au Sénat un certain nombre de dispositions. Et si nous revenons au pouvoir l'année prochaine, et à la grande différence de François Hollande, nous aurons dit avant aux Français ce que nous entendons faire. Et la grande différence sera là, et nous essaierons de mettre en place les dispositions que nous aurons proposées dans les premiers mois du prochain quinquennat. D'abord pour avoir du temps que ces mesures donnent des effets, et surtout pour le faire à un moment où les Français auront voté pour un président de la République, pour une majorité à l'Assemblée et pour un projet. Donc ça va être la grande différence, mais il est clair qu'il faut que nous allions dans cette direction. Je suis d'accord avec le fait que le travail qui vient d'être fait par la droite sénatoriale fait la démonstration des différences majeures qu'il y a entre une vision de gauche. Mais il y a des différences majeures entre vous et nous, une vision de droite du droit du travail et du droit salarial. Parce que vous ne parlez pas d'inverser la hiérarchie des normes, vous parlez de détruire toutes les normes, de marginaliser totalement le rôle des syndicats. Non, ça n'est pas vrai. Revenir sur les 35 heures. Oui, on va revenir sur les 35 heures et je l'assume. Permettre les référendums uniquement à l'initiative des patrons, permettre les baisses de rémunération sans justification de difficultés économiques. Tout ça, ça n'est pas un programme. Sur ce plateau de vision. Non, il n'y a pas de vision. Souvent, vous dites que le projet porté par le gouvernement est celui de la droite. Vous voyez bien que ce n'est pas le même. Écoutez, excusez-moi, mais je ne vais pas me laisser avoir quelque part parce que ce vers quoi veut nous entraîner le Parti socialiste, c'est pas mon objectif. Mais il y a eu un grand meeting préparé là-dessus, nous expliquant que il va falloir maintenant se mobiliser contre la loi qui sortirait du Sénat, parce que ça montrerait que c'est une loi de droite. Mais vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est que le fond de la question qui prépare la suite, oui bien sûr c'est une loi de droite, vous avez raison. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que vous traitez la loi El Khomri de loi de droite. La droite du Sénat, donc, la loi sortie du Sénat, oui c'est une loi de droite. Ce que vous avez eu de manière très juste, on va la rétablir à l'Assemblée. Ce que vous avez expliqué de manière très juste, c'est que le cœur de cette loi, c'est l'inversion des normes. Alors, vous êtes pour, nous sommes contre, parce que nous pensons que c'est la loi qui doit continuer à prédominer en France, permettant l'égalité de toutes et tous, quelle que soit la taille de l'entreprise, et qui doit prédominer les accords d'entreprise. C'est la protection sociale à la française que nous revendiquons. Et vous êtes dans votre rôle, vous voulez la contester. Et qu'est-ce que permet aujourd'hui le gouvernement socialiste? Bien sûr qu'après, il peut y avoir des gradations. On peut toujours être plus à droite. Mais la voie est ouverte. Vous savez, c'est un peu comme quand vous ouvrez les vannes d'une digue. Une fois que vous les avez ouverts, après le flot peut être un peu plus important, mais le tout, c'est le mouvement que vous avez mis. Donc en réalité, ils sont d'accord ensemble. Ils sont d'accord ensemble sur un projet qui est d'inverser les normes et d'attaquer la protection sociale à la française. Mais non, mais attendez, ils sont d'accord ensemble. Ce qui nous fait dire une chose, puisque vous parlez des présidentielles, c'était pas le sujet ce soir, mais c'est qu'il va falloir un autre choix dans ce pays que ce que proposent les sociaux-libéraux ou les libéraux. Vous proposez, puisque vous avez deux visions, quelle est la vôtre? Il y a 3,5 millions de chômeurs dans ce pays. Notre vision, c'est que depuis 30 ans, on applique une politique de l'offre qui est l'idée que ce qui coûte trop cher serait le travail. Nous disons que ce qui coûte trop cher, c'est le capital non investi, qui n'arrête pas de quelque part de préempter les richesses de ce pays et qu'il faut donc revenir là-dessus en France et en Europe. Et c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. C'est un projet radicalement différent des projets de l'offre et de l'austérité qui sont ceux
des droit sociaux-libéraux ou tout qui sont ceux fonctionne- de la droite. tout Voilà. fonctionne dans le droit Nous social et dans le droit assumons du travail d'avoir aujourd'hui. un projet radicalement différent, qui était le projet social-démocrate dans le temps. Allez, Il y a vous allez au moins, réagir. il y a au Philippe moins Dallier, un Corinne point sur Maratini. lequel on pourrait être d'accord. Le monde a profondément changé. Les 30 Glorieuses sont très Oui, le loin. capital est à l'offensive. Les Vous avez raison. 30 Glorieuses sont très loin Non, derrière non, nous. non. Et croyez bien que je peux, comme vous, regretter le temps où le Mais plein si vous le emploi... regrettez, faisons une autre politique. Ou Il le n'y a pas plein d'ordre emploi. naturel économique. Écoutez, laissez-moi finir. Non, mais je vous laisse Je peux, finir. comme vous, C'est de la regretter politique. le temps du plein emploi avec 4 ou 5% de chômeurs, le temps où tout le monde avait un CDI de l'entrée de carrière dans la même entreprise Eh bien, jusqu'à la partageons fin. les richesses, C'est partageons très le bien. travail. Mais le monde a changé. Non, non. La mondialisation de l'économie, c'est une réalité. a changé, et, c'est nous qu'on a allons, fait des traités. et nous allons vivre maintenant Nous avons fait des traités ce qu'on européens qui appelle favorisent le dumping l'ubérisation social. de l'économie, et que Et ça alors, nous vous plaise êtes Attendez, ou que ça on nous va faire le déplaise, débat sur il l'ubérisation. faut nous adapter. Eh bien, il faut nous adapter. Et bien, sur nous ce Ça ne veut constat, pas Nous dire, refusons ça le ne veut retour au pas dire 19e qu'on siècle. va détricoter notre modèle social. Mais une bah, chose est si certaine, c'est ne rien l'ubérisation, faire. C'est ce que vous faites. Une chose est certaine, ne rien faire, Vous le c'est faites voir et les vous êtes aidé. emplois partir, les investissements partir. Donc il faut effectivement nous adapter. Mais Ça ne veut pas dire faire table rase mais de pourquoi tout est-ce ce que qui vous a été détruisez le monde construit dans Attendez, ce s'il vous plaît, pays. les imprévus. Mais si Corinne nous ne Maratini, faisons on a rien, compris, Philippe Dallier. et si nous Le attendons, monde qu'est-ce que change vous et voulez vous attendre adapter. Que la Pourquoi Chine passe aux 35 Non, heures non, Vous non, voulez une attendre que tous ces politique pays Si je à peux la dans le m'exprimer, hauteur parce de que la vraiment, on économique et entend la que vous, France on entend adoptent que vous, si les je peux mêmes m'exprimer. normes qu'ici Non, Monsieur ça Dallier, n'arrivera pas. Monsieur Dallier, Donc si nous ne on faisons a rien, compris. Pourquoi vous revenez sur le compte personnel d'activité qui justement veut sécuriser les gens dans leur parcours, les salariés dans leur parcours, les individus dans leur parcours, justement parce qu'on sait qu'ils vont avoir plusieurs emplois, qu'ils vont avoir des périodes de non-emploi. Pourquoi est-ce que vous diminuez le rôle des syndicats? Nous, ce que nous voulons, c'est renforcer le rôle des syndicats dans l'entreprise. Et ce que je veux dire aussi à Éric Coquerel, c'est qu'il y a une opposition globale à la loi travail, parce que c'est vrai que c'est notre faute. Il y a eu un déficit d'explication sur le sens de cette loi. Ça, vous l'avez toujours reconnu. Mais j'allais dire la moindre des choses. quand on teste les mesures une par une auprès de l'opinion sans dire que ce sont les mesures de la loi travail, c'est plutôt accueilli Vous voulez positivement. dire sans dire que y c'est la compris- loi El Khomri Exactement, présentée par y le compris, gouvernement. absolument, y Valls. compris, Et vous trouvez ça non, mais bonne nouvelle c'est la démonstration qu'on a un problème global sur la communication, mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, les Français, en fait, sont pour, y compris sur cette question d'inversion en hiérarchie de normes, Non, mais ils non, sont ils sont pour pas pour. le fait Ne qu'on faites puisse pas dire- négocier plus de Non, choses voilà une bonne au nouvelle, niveau c'est les de sensations. On a l'entreprise. parlé du débat de fond parce que je voulais qu'on continue quand même à parler, parce que souvent on parle de ce qu'il y a à côté et on parle plus de cette loi travail. Jean-Daniel Lévy, quel est votre avis? On a ici, là, on a trois visions quasiment de la loi travail et du monde du travail. Est-ce qu'il y a encore et toujours ce profond trouble chez les Français? On avait parlé d'un sondage qui était à 74% des Français qui étaient contre la loi travail. Aujourd'hui, c'est à 60%. Ça reste quand même majoritaire encore aujourd'hui? On a une opposition qui est aujourd'hui majoritaire et qui va toucher la quasi-totalité de la population. Et même lorsqu'on interroge aujourd'hui les sympathisants socialistes, on a 1 sur 2 qui est opposé à la loi travail. Le deuxième aspect, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a interrogé hier les Français autour de, si je vous dis loi de travail, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes capable de me donner une mesure qui est une mesure phare, emblématique, et que vous la considérez comme étant bonne ou vous la considérez comme étant mauvaise? Quelle est la réponse? Incapable de répondre. Donc Voilà. on est face aujourd'hui à des Français qui disent, on est dans un état d'esprit général qui est conduit par une situation avec également une gauche qui n'a pas la fierté d'avoir porté François Hollande à l'Élysée, une interrogation sur la politique qui a été menée, qui dit, aujourd'hui on a le sentiment que cette loi va plutôt dans le mauvais sens. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on creuse justement sur la dimension de l'inversion des normes, la hiérarchie des normes, c'est que dans son entreprise, on se dit, si jamais moi-même je devais négocier, bon, au final, ça se passerait peut-être pas si mal que ça. En revanche, dès qu'on entre un peu dans le détail, c'est-à-dire débattre aussi bien du temps de travail dans les entreprises que sur la question salariale, là, les Français sont favorables au fait que ce soit la dimension de la branche qui l'emporte sur l'aspect Voilà qui est pour le l'aspect... point précis. Éric Coquerel, moi je voudrais qu'on avance et qu'on pense à jeudi. Le gouvernement et la préfecture ont demandé que des garanties suffisantes soient données par les organisateurs de la manifestation pour qu'ils soient en mesure de maîtriser d'ailleurs les images insoutenables, vraiment honteuses, qu'on a vues notamment de l'hôpital Necker Enfants Malades. Là-dessus, on est tous d'accord. Je voudrais qu'on écoute ce soir la réaction de Marine Le Pen. C'était aux 20h de TF1. Regardez ce qu'elle demande. L'État a les moyens de mettre fin aux agissements de ces casseurs professionnels qui sont des milices d'extrême gauche qui détruisent tout sur leur passage en France depuis maintenant des mois et même peut-être des années, Nantes, Rennes, Paris, sans que le gouvernement ait levé une fois le petit doigt, sans qu'il ait donné des ordres aux policiers pour les arrêter. Donc, mettre au pas cette fond de cuve gauchiste, honnêtement, je pense que n'importe quel gouvernement serait capable de le faire pour peu qu'il en ait encore une fois la volonté politique. Éric Coquerel, ces milices gauchistes,
Ouais, tiens, elle n'était pas autour de la table, mais on l'invite. Bon, enfin bon, moi je vais vous donner mon point de vue. Pas Comme tous forcément, les autres, parce on que- parle des D'accord. différents Mais elle a partis. changé d'avis sur les manifestations, je vous le dis comme ça. Écoutez les différents discours, vous le verrez, y compris sur la loi travail, mais ils changent d'avis sans arrêt selon ce qu'ils pensaient être le bien de leur électorat. Enfin, en tout cas, de leur résultat. Sur cette question, il y a plusieurs syndicats de policiers qui s'expriment maintenant de manière très claire depuis des semaines, qui expliquent qu'ils ne comprennent pas les ordres qui sont donnés. D'accord ? Si on prend la dernière manifestation, par exemple, je vous dis 3 questions. Pourquoi un cortège se fixe 300 mètres devant le cortège officiel ? On le laisse aller. Pourquoi ensuite on a des policiers qui sont devant l'hôpital Necker, personne ne sait à ce moment-là que c'est l'hôpital Necker, qui pendant 10 minutes se reçoivent des pierres, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils font à ce moment-là. Troisièmement, pourquoi la police finit par avoir l'ordre de charger au moment où c'est le cortège syndicat qui arrive. Si je dis ça, c'est pas les policiers que je mets en action. C'est que pas un ordre n'est fait sans décision du ministre de On l'Intérieur. vous a écouté, mais la réponse à ma question. Je vous réponds à la question. C'est qu'il y a au mieux, une déficience du gouvernement par rapport à la question de gestion de l'ordre et de l'ordre public pour assurer que les manifestations se passent bien. Et au pire, puisque M. Valls lui-même a estimé que la CGT était complice, après tout, moi aussi, je peux accuser les choses. Au pire, il y a manipulation d'un pouvoir dont je rappelle quand même que M. Cazeneuve, le mardi soir, au moment où il y a eu les crimes absolument abjects des 2 policiers, a cru bon mélanger les 2 faits en expliquant qu'il y avait le fils du policier qui était à l'hôpital Necker, en laissant supposer tout ce qui pouvait se découler. Donc ce gouvernement perd les pédales par rapport à ça. Il n'est pas capable depuis le début, et même pire, il l'instrumentalise, donc il faut qu'il reprenne... Mais est-ce que vous êtes d'accord que s'il y a une liberté... tête froide. Et je vous le dis vous laisser encore, réagir. si on veut arrêter tout ce qui est en train de se passer dans le pays, il y a une bonne chose qui est faite. Monsieur Martinez l'a proposé, au moins la aussi des pause. Éric manifestants. Au moins Coquerel, la pause. la liberté de manifester, c'est un droit fondamental, Bien mais sûr, vous c'est un droit reconnaissez fondamental. l'autre principe quand même qui est tout aussi fondamental, qui est l'ordre public. Mais bien sûr, mais personne ne conteste Ah l'ordre bon, public. Mais la question, c'est que ça n'a jamais été à des organisations syndicales. Vous Jamais. remarquez que ce n'est pas la première fois qu'il y a des violences. Il y a Pourquoi quand c'est même des maintenant ? services Non, bien d'ordre. sûr que non. Ah Bien bah sûr. écoutez, Mais, on a tous couvert des Vous êtes manifestations. trop jeune pour avoir connu les années 70. Mais on a couvert Mais des il y avait beaucoup de manifestations. violence dans les 70. Est-ce vous qu'on êtes a de interdit mauvaise les foi. manifestations syndicales ? S'il y avait eu des manifestations syndicales interdites par la droite, le Parti socialiste serait monté sur la table à l'époque pour le contester. Donc la question n'est pas là. Il n'y a pas une différence de fond. La différence de fond, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est illégitime pour faire passer une loi. une C'est un problème manifestation. politique. La réponse Et qui, en plus de et la ça, conclusion. manipule l'opinion publique En quelques et mots. instrumentalise les forces de l'ordre. Voilà le problème. La sécurité que dans nous avons. une manifestation, quelle que soit la manifestation, c'est la responsabilité bien sûr des autorités, de la police, du ministère de l'Intérieur, mais c'est aussi la responsabilité des organisateurs qui doivent se mettre d'accord pour avoir l'autorisation de manifester avec les services de police, avec la préfecture de police, avec Vous le nous ministère de confirmez qu'à l'Intérieur. l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'autorisation. Non, mais j'espère bien qu'on y arrivera, mais c'est Ils parce que essaient de se mettre justement, d'accord, parce qu'ils il discutent. y a eu jusqu'à présent des problèmes pour respecter les parcours, pour respecter les demandes qui ont été faites aux organisations syndicales de faire respecter la Et on va sécurité suivre dans leurs ça manifestations. ensemble. Et moi, je Ce n'est pas aux demande organisations à syndicales quoi de se sert cette transformer en policiers, manifestation, vous voulez puisqu'on que sait les très bien que services demain, Merci. après-demain, les positions n'auront pas bougé. Donc, à quoi sert cette Mais manifestation supprimons Peut-être l'euro pour à essayer de les faire bouger. 577 Merci beaucoup interpellations. pour ce l'euro. débat et cette analyse. Restez avec nous. La suite de notre émission va sûrement vous intéresser parce que si le tandem exécutif poursuit sa chute dans les sondages, eh bien lui remonte dans les enquêtes. Nicolas Sarkozy a l'offensive sur tous les sujets. Le patron des Républicains connaît une véritable dynamique qui lui permet de prendre la tête chez les sympathisants de droite, alors qu'au contraire, Alain Juppé ou encore Emmanuel Macron connaissent un coup de mou et c'est l'édito politique ce soir. On peut le dire, le beau temps revient, mais sale temps pour les favoris, pour les chouchous. Marcelo Visserid, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alain Juppé, Emmanuel Macron perdent vraiment du terrain alors que la compétition s'emballe à gauche et à droite. Derrière ce recul, qu'est-ce qu'il faut y lire et analyser ? Écoutez, déjà, il faut toujours se méfier des pronostics. On en a une belle illustration cette semaine, puisque Alain Juppé perd 15 points dans les sondages. Alors, il caracolait en tête, Alain Juppé et Emmanuel Macron, et là, tout à coup, il dégringole. 15 points chez les sympathisants de droite pour Alain Juppé, c'est-à-dire ceux qui, a priori, pourraient aller voter à la primaire de la droite, et 8 points chez les sympathisants de gauche pour Emmanuel Macron. Dans les deux cas, il paye des stratégies de campagne un peu acrobatiques. Dans le cas d'Alain Juppé, on a eu quelqu'un qui a présenté un programme assez libéral et qui joue le type sympa, alors ça marche pas trop. Et pendant ce temps-là, il voit remonter à toute vitesse Nicolas Sarkozy, qui est à fond sur le sécuritaire.
Entre les deux, il y avait une différence de 20 points il y a 6 mois. Il n'y en a plus que 4 maintenant. Et pour Emmanuel Macron, que s'est-il passé? Alors Emmanuel Macron, il le joue le ni droite ni gauche, qui est un peu compliqué en France. Et par ailleurs, il multiplie les faux pas, comme on l'a vu dans l'affaire du costard. Alors relativisons quand même, parce que quand les instituts interrogent les Français de gauche et droite confondus, Emmanuel Macron et Alain Juppé restent parmi les 3 premiers, derrière Nicolas Hulot. Donc ils ont une position très enviable. Mais le problème pour eux est donc de gérer maintenant cette perte de terrain dans leur propre camp. Alors pour Alain Juppé, c'est pas trop grave puisque quelque part il était presque un retour à la normale, il était un peu trop haut. Il lui faudra maintenant animer la campagne, ne pas trop se déporter sur la droite et attention, il ne pourra plus compter sur les voix des déçus du socialisme. Vous savez, ces déçus du hollandisme qui allaient peut-être voter pour eux, maintenant ils pourront exprimer leur mécontentement dans la primaire de la gauche, puisqu'il y aura une primaire de la gauche. Mais justement, quelles conséquences avec cette annonce de la primaire à la gauche pour Emmanuel Macron? Alors pour Emmanuel Macron, la situation est totalement différente. C'est même une très mauvaise nouvelle, puisque lui, bon, d'abord, il n'est pas adhérent du Parti socialiste. Cette primaire surprise rebat toutes les cartes. Lui, s'il se présente quand même, il va se retrouver entre Montebourg, Benoît Hamon et les autres, c'est-à-dire qui va se trouver comme il apparaîtra comme le libéral de service, qui est un créneau que Manuel Valls en 2011 avait occupé, ça lui avait valu 6%. Donc non, lui effectivement, il ne veut pas entendre parler. Ça lui a valu aussi d'être Premier ministre. Alors c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Peut-être c'est un rendez-vous pour l'après 2017. Non, lui ce qu'il veut, c'est, s'il se présente, c'est se présenter seul. S'il se présentait à la primaire, ce serait d'ailleurs contradictoire avec son positionnement au-dessus des partis. Mais se présenter seul, ça veut dire apparaître comme le diviseur, le traître. Et puis attention, il faudra trouver de l'espace médiatique puisque les médias seront concentrés à l'automne sur la primaire de la droite, puis l'hiver sur la primaire du PS. Et ben, ce sera une occasion parfaite pour Macron de démontrer qu'il n'est pas qu'une bulle médiatique. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Marcelo pour votre analyse. Tout de suite, le journal avec Paul Bouffard. Les syndicats refusent tout rassemblement statique jeudi prochain. Les organisations ont été reçues ce matin à la préfecture de police de Paris. Et Bernard Cazeneuve leur a demandé de faire preuve de responsabilité. La menace d'interdiction plane donc sur le défilé. Les opposants à la loi travail auraient fait des propositions de parcours alternatifs. Dans l'actualité également, la sécurité de l'Euro de football qui inquiète. Des heurts ont éclaté tout à l'heure avant la rencontre à risque Ukraine-Pologne à Marseille. Plusieurs supporters ont été interpellés aux abords du Vélodrome. Y a-t-il des failles de sécurité autour et dans les stades de cette compétition de football? Élément de réponse avec Jordan Klein. Autorités françaises. Expulsé de l'Hexagone samedi après les violences en marge du match Angleterre-Russie, ce supporter russe ultranationaliste prend la pause hier à Toulouse. Pas de problème pour passer les frontières. Il sera finalement interpellé en plein match, placé en garde à vue et désormais interdit d'accès au territoire français. Pour les sénateurs de droite, cet exemple pose la question des contrôles aux frontières. On expulse par la porte puis revenir par la fenêtre. Il y a quand même un problème à la fois avec nos partenaires et en même temps chez nous. Et chez nous, en France, comment est-ce qu'on organise notre propre sécurité ? 60 000 policiers et gendarmes sont déployés et les contrôles aux abords des stades renforcés. Mais les incidents se multiplient. À Saint-Etienne, des fumigènes sont lancés pendant le match. À Paris, un supporter a déjoué les 3 contrôles successifs. Mais pour les sénateurs socialistes, la sécurité est clairement assurée. Vous avez des milliers de personnes qui se rendent dans les stades, dans les fan zones, et qu'il puisse y avoir un manquement à un certain moment sur... Bon, voilà, ça peut arriver, mais c'est aussi une responsabilité collective que nous devons avoir. Ce soir à Marseille, 1 millier de policiers et gendarmes sont déployés et ils seront épaulés par leurs homologues polonais et ukrainiens. En bref, Alain Juppé, candidat à la primaire de droite pour 2017, a rencontré ses soutiens au Sénat. Vous le voyez sur ces images de Mounir Sousdi. C'était tout à l'heure, une trentaine de parlementaires réunis à l'initiative de Jean-Pierre Raffarin. Alain Juppé qui a présenté les contours de son projet pour la présidentielle. On passe à notre second débat ce soir. Quel visage pour la justice de demain? Le projet de loi Urvoas est débattu au Parlement. On en parle avec Sonia et ses invités.
Oui, on dit souvent que la justice est l'un des miroirs de notre société. Alors parler de justice, c'est donc parler de l'état de notre société. Alors dans quel état est la justice justement? On va s'intéresser à cette question ce soir en insistant sur un point loin d'être anodin, le divorce avec consentement mutuel sans juge. Est-ce une fausse bonne idée et qu'est-ce que cela dit de notre justice? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la réforme de manière générale présentée par le garde des Sceaux. Demain, députés et sénateurs se réuniront pour se mettre d'accord sur un texte commun, mais rien n'est fait. Loin de là, on voit tout cela avec Flora Sauvage. Divorce sans juge, changement d'état civil pour les transsexuels, abandon de la collégialité de l'instruction, le projet de loi sur la justice du XXIe siècle a été considérablement enrichi à l'Assemblée nationale. Les sénateurs déplorent la procédure d'urgence choisie par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas souhaité faire une seconde lecture de ce texte au Sénat, alors que la loi sur la justice du XXIe siècle a doublé de volume à l'Assemblée nationale. Si bien que, d'une certaine façon, le Sénat est dessaisi de l'examen de la deuxième loi qui est dans la loi, c'est-à-dire de l'ensemble des articles qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Au cœur des discussions, le divorce par consentement mutuel sans juge. Il ne pourra pas être débattu dans l'hémicycle du Sénat. Il est prévu 2 lectures sur les textes de loi normalement, donc il était normal qu'il y ait bien 2 lectures. Maintenant, il y a eu urgence sur le texte, le gouvernement est tenu par des délais, donc il a voulu accélérer. Je le regrette, mais voilà, ce qui est important aussi, c'est que la loi puisse avancer, être votée, rentrer en application. La commission mixte paritaire a lieu demain, mais elle est vouée à l'échec. Selon les sénateurs, la réforme du divorce par consentement mutuel sans juge présente un surcoût de 40 à 50 millions d'euros pour les ménages, car elle oblige les 2 époux à avoir son propre avocat. Et je vous présente nos invités sur ce sujet. Nawal Oumer, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes secrétaire national en charge de la justice et des libertés publiques au Parti socialiste. Avec nous également Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Magistrat, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Maître Éric Verriel nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et Mathieu Delahousse, bonsoir. Journaliste au service investigation à l'Obs. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Serge Portelli, à savoir que la justice est l'un des miroirs de notre société, qu'elle reflète son état, sa situation actuelle? Est-ce que c'est le cas? Oui, mais d'ailleurs le ministre nous a dit qu'elle était sinistrée. Donc effectivement, elle reflète tout à fait notre société. Il a même dit en voie de clochardisation. Oui, j'en rajoute pas, mais bon, je pense que M. Urvoas parle pire qu'un syndicaliste, donc je resterai mesuré. Effectivement, cette justice est d'abord pauvre, très pauvre, de plus en plus pauvre, malgré des efforts budgétaires qui sont réels, qui ne sont pas niables. Et un peu comme le reste de la société, les citoyens n'aiment pas trop leur justice, l'aiment de moins en moins et ne la comprennent pas trop. Et donc on essaye de la réformer de façon, avec une méthode qui, moi, me laisse pantois. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous parliez, j'ai entendu, la décortiquer, la réforme Urvoas, moi je dirais que c'est plutôt une réforme Taubira-Urvoas. Et j'aurais bien aimé, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans le débat, mais comme le disaient les sénateurs, je ne suis pas là pour les défendre parce qu'on a un public Sénat, mais qu'il y a un vrai débat démocratique. Enfin, je veux dire, les choses presque les plus importantes aujourd'hui qui figurent dans ce texte de loi n'ont jamais été examinées au Sénat. Et donc demain, on va avoir une commission mixte paritaire où il y a quelques sénateurs qui vont essayer de faire valoir leur point de vue. Je suis désolé, mais pour une réforme de cette importance, la justice du XXIe siècle, enfin, je ne sais pas si vous voyez, on en a jusqu'en 2090. On voit tellement bien, on en débat, nous on a l'impression qu'on en débat depuis des mois, et même plus, Mathieu Delahousse, ce débat n'est pas nouveau. On a l'impression, alors peut-être pas que c'est le débat démocratique, mais il a eu lieu ce débat au Parlement, à l'Assemblée. Mais il a eu lieu de façon incessante à des moments où la justice intéressait les Français. Moi, ce qui me frappe par rapport à la question que vous posiez sur est-ce que la justice est dans l'état de crise qu'est la société aujourd'hui, c'est que la justice progressivement est en train de quitter une forme de préoccupation des Français qui étaient en 2012 très préoccupés du côté de la gauche, en tout cas de vider le code pénal des lois Sarkozy, entre guillemets, puisque c'était l'une des priorités du Parti socialiste, quasiment un étendard. On a vu Christiane Taubira avec le bilan qu'elle sien, fort contrasté, et c'est vrai, après on arrive avec un garde des Sceaux qui ne peut qu'avoir des mesures techniques et qui a
renoncer à tout rêve de grand soir dans la justice. C'est la fête de la musique. Il arrive avec un refrain. Jean-Jacques Urvoas, c'est « Je ne suis pas un héros ». Il ne sera pas le héros de la justice en termes de ce que pouvait vouloir Christiane Taubira, par exemple. Donc, Nawal Omer, il y a un beau papier cadeau qui s'appelle la justice du XXIe siècle, mais à l'intérieur, il y a une toute petite réformette alors. Une réformette, oui et non, parce que le texte a quand même été longuement travaillé, il a été débattu au Sénat, il y a des mesures qui ont été ajoutées, mais l'esprit du texte demeure. Là, ce qui s'est passé au vote, devant l'Assemblée nationale, sont des mesures qui ont été ajoutées. Tout n'a pas été vidé dans le texte d'origine. Et l'esprit de cette justice du XXIe siècle qui essaie justement d'embrasser un peu le mouvement dans lequel elle s'inscrit, en tout cas le moment dans lequel elle s'inscrit, d'ouverture, d'essayer d'être plus efficace, parce qu'on a tous les paradoxes dans la justice française aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à la fois des procédures expéditives, des procédures extrêmement longues, une incompréhension totale des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, un constat qui est quand même partagé, le manque de moyens. Quand le garde des Sceaux aujourd'hui crie famine, il a raison. Et c'est un sujet et c'est un constat qui est partagé depuis des années. Il ne sera pas entendu en même temps. Il ne sera pas entendu. Il a eu des petites avancées. Il a quand même fait des annonces il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, Et si les fondamentaux ont été remis sur le travail et on s'est remis quand même sur le bon chemin, selon moi, par rapport à ce qui avait été fait sous l'ancienne présidence, aujourd'hui, maintenant, il ne manque plus que les moyens. Donc on est dans le timing qui est nécessaire pour que tout ce qui a été insufflé de direction et de sens, aujourd'hui, se voit concrétisé. Bon, vous n'avez pas l'air d'accord, Serge Fournier, vous allez réagir, mais Maître Verriel, est-ce que vous constatez tous les jours, cette désaffection, cet éloignement des justiciables? Non, je ne pense pas. Non, vous parliez de miroir de la société tout à l'heure. Je dirais en effet que le miroir est terne, il est très terne, mais les citoyens, les justiciables sont très avides de justice, très avides, et très attentifs à ce qui se passe. Vous parliez donc plus particulièrement de la réforme concernant le divorce sans juge, et de ce point de vue, force est de constater que même s'il y a de la bonne volonté, c'est une double régression. Une double régression d'abord en termes de protection de la famille, de protection de l'enfance, puisque si le juge n'est plus là pour contrôler les conditions dans lesquelles la séparation se fait, c'est un recul de l'exercice de l'autorité régalienne, et c'est donc un recul de l'autorité de l'État. Ça veut dire que la justice dans son ensemble, sur ce point en tout cas particulièrement, s'appauvrit, elle recule, l'état de droit recule, l'état des personnes s'en trouve... Pardonnez-moi, vous devriez ne pas être d'accord. Alors moi, oui, mais elle est aussi au Parti Socialiste. Je ne suis pas socialiste, mais pour autant... C'est le clivage gauche-droite, c'est le clivage notaire-avocat. Si effectivement... Non, justement, c'est pas du tout corporatiste comme remarque. Moi, je considère que la position du garde des Sceaux de se dire, compte tenu de la situation budgétaire, compte tenu justement de la situation des juridictions qui n'en peuvent plus, qui ont mangé leur budget, qui ont consommé leur budget à la moitié de l'année au mois de juin, c'est une question de bon sens et c'est ce qu'il dit. Voilà, on va recentrer les missions du juge, on va recentrer le travail du juge sur sa mission principale. En revanche, l'idée de sacrifier justement la fonction de protection de l'intérêt de l'enfant qui revient au juge dans ce cadre du divorce par consentement mutuel, oui, c'est une fausse bonne idée. C'est grave. Mais on va insister sur ce point, ça concerne... Sur ce point-là en particulier. Ah, mais il n'est pas anodin. Moi, j'ai appelé 2 juges aux affaires familiales que je connaissais et ils m'ont dit qu'il n'était pas rare de voir un conjoint vulnérable aux victimes, par exemple, de violences conjugales, renoncer à une partie de ses droits ou l'autre conjoint payait trop chèrement sa liberté. Est-ce que c'est ça le risque? Non, mais absolument. Et la présence du juge, elle est précisément faite pour veiller à cela et pour rappeler à chacun qu'il s'engage, mais que s'assurer de la liberté de chacun dans son engagement et rappeler au besoin à celui qui a trop renoncé pour être certain que c'est en connaissance de cause qu'il renonce trop. Et ce regard est très important. Si on veut simplifier, déjudiciariser, comme on dit, et j'allais dire alléger le fardeau des juges, on fait cela. Mais si on fait cela, ça risque d'être contre-productif pour les justiciables. On s'en sort plus. Déjudiciariser, comme on le dit d'ailleurs très difficilement et lentement, c'est une mauvaise chose. Parce que l'idée de base, c'est de dire, comme si c'était une idée philosophique, on va faire moins de juges. Mais écoutez, moi, j'ai été élevé à un autre lait, c'est plutôt celui des droits de l'homme, c'est celui de le juge est un garant des libertés.
Donc quand on enlève le juge, quand on réduit sa place, effectivement, il y a de bonnes chances que les libertés prennent un coup. Donc je crois qu'en fait, cette déjudiciarisation, évidemment c'est très difficile, n'est motivée que par des soucis budgétaires. On peut très bien lire tout le projet de loi, depuis le début, quand Mme Taubira l'a déposé, jusqu'aux derniers amendements de M. Rovoas, uniquement avec une optique budgétaire. Comment est-ce qu'on va gagner un peu d'argent en grappillant sur le divorce, en grappillant sur moins d'infractions soumises au tribunal correctionnel? Enfin, je pourrais multiplier toutes les mesures. Ça ne veut pas dire que toutes les mesures qui sont dans la loi sont mauvaises. Hein. Oui, je ne veux pas exagérer. Okay. Mais il y a quand même une ligne de fond qui est on fait des économies tant qu'on peut. Et effectivement, c'est totalement logique avec tout ce que nous dit M. Rovoas depuis le début. J'ai plus rien dans ma caisse. Et quand il le dit d'ailleurs, je suis au regret de rappeler que Bercy se moque un peu de lui. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, tout ce qu'on a trouvé à dire, M. Eckert, c'est que, écoutez, oui, vous dites que vous n'avez pas assez d'argent. Allez un petit peu regarder ce que vous faites dans vos services. Il y a peut-être une façon de mieux les gérer. Faisons une mission. Mathieu Delahousse, pour être un peu plus nuancé, le ministre dit lui-même, le garde des Sceaux, je veux recentrer le juge sur sa plus-value tout en simplifiant la vie des justiciables. Est-ce que tous les juges doivent vraiment être en charge de ces cas de divorce? Je rappelle, avec consentement. Donc on est dans des cas plutôt consensuels, même s'il y a toujours, et vous l'avez rappelé, mettre des difficultés avec les enfants en plus. Ouais, tous les gardes des Sceaux depuis 10 ans sont contraints de faire de la résistance face à leur budget. On essaie de dire on a des augmentations fabuleuses parce que ça fait partie du discours politique, mais tous, et y compris Rachida Dati avait une réforme qui concernait également une partie de déjudiciarisation. Là, en l'occurrence, la façon de faire, c'est de pas d'avoir des budgets supplémentaires. On a compris au ministère de la Justice qu'on n'aura pas des budgets supplémentaires. Donc effectivement, on répartit les effectifs, on va les renforcer de façon extrêmement forte sur ce qu'on appelle le GLD, le juge de la liberté et de la détention, pour des contentieux qui sont devenus très médiatiques, très importants, l'écoute téléphonique des avocats, les perquisitions, etc. Et effectivement, on veut les enlever des divorces qui, à 55%, se font de façon entendu entre les deux, avec ce qu'on appelle un divorce de consentement mutuel. Donc la solution choisie, elle est là. Effectivement, dans enlever le juge, c'est enlever des garanties. La vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une société, est-ce qu'on est face à des représentants du peuple qui peuvent renoncer à une partie de justice dans ces contentieux qui sont effectivement des contentieux qui réclamaient la présence de magistrats et sur lesquels cette demande est extrêmement légitime, mais peut-être décalé dans le temps par rapport à la réalité économique du budget de l'État. On a l'impression qu'il y a la réserve véritablement, parce que dans tous les domaines du droit et dans lesquels la justice peut intervenir ou pas, il y a quand même des pans entiers de la société où les personnes et les acteurs, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises, peu importe, arrivent à s'organiser et à trancher leurs litiges et leurs différends elles-mêmes. La transaction, la médiation, vraiment etc. à l'amiable où tout se passe bien. Voilà, donc cette capacité à trouver des solutions sans un tiers médiateur existe dans la société et on a tout à fait intérêt à continuer à travailler dans ce sens-là pour que ça devienne quelque chose de naturel chez un citoyen et dans l'éducation citoyenne. Pour autant, il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'une protection, et là on est dans le domaine régalien et dans la protection des libertés, etc. Particulièrement dans le divorce par consentement mutuel, moi la réserve que je fais, c'est en présence d'enfants, parce qu'on est tout à fait uniquement en cas de présence d'enfants. Voilà, tout simplement. Oui, mais... Je veux dire, enfin... Oui, mais ça représente 30 000 cas. Les épaules de l'enfant, une responsabilité qui est écrasante. Enfin, vous avez des parents qui, avec l'accord des avocats, vont se mettre d'accord, vont dire voilà, on va se passer de juge. Et puis tout d'un coup, vous avez un petit gamin, mettez-vous à sa place, qui va dire écoutez, non, j'ai envie d'être entendu par le juge. Imaginez les regards des avocats, des parents sur ce pauvre gamin. Mais je trouve ça scandaleux, quoi, de faire reposer sur les épaules de ce gosse, finalement, la défense de ses intérêts, alors qu'on nous dit depuis une éternité que l'intérêt des enfants, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui doit primer absolument tout. Et là, finalement, pour des raisons de 4 sous, on passe par-dessus ce principe. En même temps, maître, quand il y a possibilité qu'il y ait une conciliation, il faut l'encourager. Il faut aller vers la vertu de la conciliation entre les mais vous savez, le juge, il n'est pas là, mais il est là tout le temps. Parce que dans le cadre de la négociation de la requête conjointe, on sait très bien que son regard
terminale sera là, et justement, il aide à obtenir une conciliation. Parce qu'on sait, chacun sait très bien, et ça fait partie du débat qui va lui être soumis, que ce regard, il sera, en fin de compte, c'est le juge qui l'aura. Et croyez-moi, la plupart du temps, c'est une menace qui est suffisante pour amener des époux qui ne vont plus l'être à concilier. Et à revenir à des considérations qui sont plus raisonnables, parce qu'on leur dit, écoutez, de toute façon, ça, le juge ne l'acceptera pas, ça ne passera pas. Donc si vous voulez une conciliation, soit, mais dans un cadre qui reste déterminé et que le juge doit pouvoir, en fin de compte, sur lequel le juge doit pouvoir avoir un droit de regard. Et ça on ne peut pas renoncer à ça, c'est impossible. Et pourtant... Non, ça c'est... Ça prouve qu'on aurait eu besoin d'un peu de débat. Enfin, quand on a une mesure qui est comme ça discutée depuis des dizaines d'années, tout d'un coup, avec un débat qui a commencé, la loi J21, ça a commencé au mois de juillet, au Parlement. Voilà. Oui, et donc, du 21e siècle, oui. On arrive en 2016, au mois de mai, et c'est un amendement du gouvernement qui arrive comme ça en catimini. Il y a eu je crois qu'un séminaire sur cette justice du 21e siècle qui avait été organisé par Christian Taubira il y a déjà quelques mois, une année ou 2 ans. À l'UNESCO. Alors vous avez eu le temps de réfléchir à ces mesures, écoutez, de vous opposer. Est-ce qu'on vous a entendu? Moi, je ne veux pas dire que j'étais prophète en la matière, mais je n'ai pas été à ces séminaires de l'UNESCO parce que je savais très bien comment ça allait tourner. Si vous voulez, on a 2 types de gardes des Sceaux. On a des romantiques et des pragmatiques. Madame Taubira est plutôt dans le genre romantique. Donc, elle nous a fait pendant des années de grands débats, de très beaux débats d'ailleurs. Enfin, moi, je lui rends hommage pour ça. Ça va beaucoup aider à l'université, à la recherche, à tout ce que vous voulez. Et au-delà des paroles? Mais au-delà des paroles, on est arrivé ensuite, quand elle est partie, avec un texte qu'il a fallu remanier à toute allure. Et finalement, c'est un pragmatique qui est arrivé, qui a dit moi je veux des économies, donc on va faire un divorce sans juge. Un pragmatique qui a parlé. Je veux vraiment qu'on insiste sur ce mot parce que je veux que vous nous expliquiez, chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'une clochardisation de la justice. Quand on dit clochardisation de la justice, Nawal Omer, c'est de dire qu'il y a des tribunaux, et on l'a lu dans les différents reportages, où il y a des plafonds qui s'effondrent, où il y a des factures d'électricité qui sont impayées. On en est là aujourd'hui en France? On en est là aujourd'hui en France et enfin, ça ne s'est pas déclaré comme ça du jour au lendemain. On a quand même des années et des années. Et puis, non seulement c'est un constat qu'on fait déjà depuis des années. Enfin, il y a la question financière. Je pense qu'il ne faut pas tout réduire à la question financière. Il y a aussi, et c'était, je pense, aussi l'esprit de J21. Alors après, il y a eu des modifications des discussions qui fait qu'on ne peut pas, pardon, excusez-moi, on ne peut pas réduire tout au divorce sans juge. Heureusement, cette réforme ne se réduit pas à ça. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus globale qui, malheureusement, pour l'instant, ne peut... Vous arrivez quand même à la fin du quinquennat, pardonnez-moi. S'il faut, il aurait fallu l'avoir en amont, non? Oui, non, enfin, quand je dis une réforme plus globale, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que chacun reprenne sa place. On assiste quand même à une espèce de déplacement de l'office de la justice, c'est-à-dire qu'à force d'avoir supprimé les corps intermédiaires, à force d'avoir supprimé les moments dans la société, les personnes dans la société qui font de la régulation dans le cadre du contrat social et du pacte social entre les citoyens, on en arrive à tirer la justice et à demander tout à la justice, ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on veut le juge comme principal vis-à-vis. Ou alors comme solution à tout, en abandonnant sa part de responsabilité, sa part d'autonomie et de pouvoir d'agir. Et c'est ça qu'il faut réinsuffler. Est-ce que vous êtes d'accord, Mathieu Delahousse? C'est le cas, puisque la principale tempête qui pour l'instant a eu lieu autour du texte sur la justice du 21e siècle, ça a été effectivement le divorce, mais ça a été surtout la façon de poursuivre par exemple les conducteurs sans permis de conduire. Et oui. On se souvient de Christian Taubira a essuyé une tempête quasiment la plus forte de ce qu'elle ait eue pendant son ministère, puisqu'on proposait finalement de quitter le champ du juge, comme vous le disiez, pour arriver sur des solutions plus administratives ou plus automatiques, pour être un peu rapide et caricatural, mais c'était insupportable dans la vision de la lutte contre la violence routière. Et c'est vrai que moi, il me semble que dans ce débat, la question principale, c'est effectivement où mettons les juges? Est-ce qu'on les met tous dans des contentieux très précis, dans des grosses affaires, ou est-ce qu'on les laisse irriguer la société à un endroit où, comme vous le disiez assez bien, effectivement, les corps intermédiaires ont déserté et on sent que la société a peut-être besoin de ça. Ou ont été détruits. Cela crée un trouble, Maître Verriel, j'imagine aussi chez vos autres confrères et consorts. C'est partagé. Vous allez, j'imagine pas, vous mobiliser pour cette réforme. Est-ce que vous envisagez de vous faire entendre différemment?
S'il le faut, oui. Mais vous savez, tous les juges aux affaires familiales auxquels j'ai pu en parler, ils sont totalement opposés aussi. Donc là-dessus, il y a une unanimité. Mais pour revenir à la justice en règle générale, je serais tenté de dire, c'est étonnant comme ça peut marcher si bien avec si peu. Sachez que, en région parisienne, à Paris, il n'est pas rare de voir des juges qui sont obligés de venir au tribunal en apportant leur propre papier pour faire en sorte que les jugements soient rendus plus rapidement, d'apporter leur propre crayon. Et on ne parle pas du tribunal. Leur propre. Non, j'entends. Non, mais c'est surtout du papier. Ce qui est quand même absolument incroyable, c'est que des magistrats soient obligés d'apporter leur propre papier au tribunal pour que les jugements soient imprimés. Ça, c'est tout de même. Si c'est pas un signe d'appauvrissement, là, je ne sais pas ce qu'il faut. Je crois que la vraie question, c'est qu'en fait, est-ce que le pouvoir politique, quel qu'il soit, de droite, de gauche, du centre, vert ou rouge, a envie d'avoir une justice digne de ce nom? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Non. Il n'en a pas envie. Ça, j'en suis persuadé. Ça fait quand même près d'un demi-siècle que je navigue dans cette institution, et il est évident que si le pouvoir politique, quel qu'il soit, voulait réellement que notre justice soit simplement au niveau européen, je ne dis pas la meilleure des justices, simplement au niveau européen, il faudrait doubler le budget de la justice. Et ça, vous avez un refus systématique. C'est la baguette magique, les moyens. On met les moyens et mais c'est pas une baguette magique, c'est une baguette budgétaire. C'est la panacée. Il suffit de mettre l'argent pour que tout aille mieux. Mais oui, mais il y a des priorités dans une démocratie. Il faut savoir ce que l'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie? Il y a des choix. Est-ce qu'on préfère avoir des tanks, une bombe atomique, ou est-ce qu'on préfère avoir une justice qui marche bien? Il y a comme ça tout un tas de choix. En France, on les a faits et on n'en démord pas, parce que le jour même où on veut faire des réformes un temps soit peu sérieuses, par exemple sur l'indépendance de la magistrature, eh bien on ne la fait pas. Ça fait des dizaines d'années que tous les pouvoirs... Mais oui, mais enfin, pour moi, on est en train de discuter de J21, mais je pense que c'est quand même un peu plus important de discuter du point de savoir si les juges peuvent ou non être indépendants. Et ça fait des dizaines d'années que tous les partis politiques refusent de voter une réforme constitutionnelle qu'on vient encore d'abandonner il y a un mois. Et c'est un point que nous avons abordé encore hier avec maître Daniel Soulez-Larivière, qui lui milite pour la suppression de juges d'instruction. Oui, bon. Voilà, écoutez, vous voulez des réformes, il peut y en avoir dans tous les sens. Je vais vous laisser conclure. Si vous deviez caractériser en un mot la justice du XXIe siècle, c'est compliqué, c'est presque un sujet de philo. À quoi elle pourrait ressembler selon vous? S'il y a un mot qui devrait la caractériser, Nawal Omer. Je serais tentée par le mot collaboratif. Collaboratif, c'est-à-dire plus conciliatrice? Conciliatrice et que chacun prenne sa part pour trouver Donc une responsabilisation également des justiciables, on en parle souvent, ça. Vous êtes d'accord? Il faudrait que le XXIe siècle soit court, parce que je pense qu'il faudra d'autres réformes assez rapidement pour la justice. Ouais. Même question, mais... Oui, volontaire. Quand on cherche de l'argent, on en trouve. À Bobigny, il n'y a pas si longtemps, des magistrats, des avocats se sont réunis, ont milité, ont menacé, et puis finalement, on a trouvé de l'argent. Et à la fin de l'année, tous les postes de magistrats qui sont nécessaires à Bobigny seront attribués, et l'argent est arrivé. Donc, Et c'est pour ça que ce matin, certains greffiers de Bobigny sont mis en grève, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'exécuter. Ils vont l'avoir à la fin de l'année. Vous m'avez enlevé ma question, j'allais justement réagir. Le mot de la fin, à quoi vous me demandez un constat? Quelle est la justice? Comment qualifier la justice aujourd'hui? À quoi elle devrait ressembler? Non, celle du XXIe siècle. Projetez-vous. Moi, très bêtement, aujourd'hui, elle est injuste. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle soit juste. Tout est dit. Merci à vous. Merci pour ce débat. À suivre à présent, c'est le reportage dans votre émission Pour aller plus loin. Et on va s'arrêter ce soir sur l'un des aspects de la loi travail. Alors, le projet de loi prévoit beaucoup de mesures, et notamment de supprimer la visite médicale pour les salariés du tertiaire, une disposition qui inquiète les médecins du travail. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Oui, c'est tellement... Plus de visites médicales obligatoires à l'embauche pour les employés du tertiaire. Ce médecin suit aussi bien des cadres que des salariés à risque. Elle dénonce une perte de protection, à l'heure où la pression dans les entreprises est plus forte que jamais sur les salariés et où les CDD s'enchaînent. Les services, les entreprises qui ont beaucoup de turnover, on ne verra plus ces gens. J'ai l'impression, s'il n'y a pas la visite d'embauche, on ne les verra plus puisqu'ils vont se passer d'entreprise en entreprise et on aura peut-être moins de visibilité au niveau médical pour le suivi de ces salariés. La visite obligatoire sera remplacée par une simple visite d'information qui pourrait être donnée par une infirmière. Le risque, selon ce docteur, que la médecine du travail devienne moins attrayante. Est-ce qu'il y aura un questionnaire médical? Mais de toute façon, c'est qu'un médecin qui peut l'analyser.
Donc de toute façon, il faut une visite, autant faire la visite. Si on nous signale qu'il y a des anomalies, on va être obligé de reprendre la main de toute façon. Donc reprendre la main dans un planning le jour même, ça va être un peu compliqué. Après, c'est l'organisation qui me laisse un peu perplexe. Pour la majorité de droite au Sénat, pas question de revenir sur la visite obligatoire pour les CDI. Principe du droit à la santé des salariés. Pour rationaliser le système, il faut créer un fichier de suivi des CDD. Aujourd'hui, sur 22 millions de visites, il y en a 15 millions qui concernent les CDD de moins d'un mois, donc qui embouteillent le dispositif. Donc il faut trouver un dispositif particulier pour les CDD, de manière à ce que ces personnes aient effectivement un suivi, mais qu'elles n'aient pas 2, 3, 4, 5, 6 visites par an. Une proposition qui pourrait faire consensus chez les syndicats, si et seulement si les médecins du travail continuent d'assurer les visites à l'embauche comme c'est le cas aujourd'hui. Et tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Il y a les tensions dans la rue sur la loi travail et il y a aussi l'examen du texte en séance. Au Sénat, les débats se poursuivent. Saveria Rojek, vous êtes en salle des conférences. Au menu ce soir, des discussions dans l'hémicycle. Le compte personnel d'activité, le fameux CPA. Absolument, Paul. Et le CPA, c'est surtout ce que le gouvernement présente comme une des grandes avancées sociales du quinquennat. Alors en fait, ce compte, eh bien, il va regrouper tous les acquis d'un salarié au cours de sa carrière, la formation, le chômage ou encore la pénibilité. En clair, c'est l'ébauche d'une sécurité sociale professionnelle chère à François Hollande. La droite, elle, bien sûr, ne l'entend pas de cette façon. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, ne s'est pas privé de le faire savoir et de réclamer depuis plusieurs semaines la disparition du CPA, du projet de loi travail. Eh bien, les sénateurs lui ont donné raison. Ils ont profondément modifié le dispositif pour ne pas alourdir, selon eux, les contraintes qui pèsent sur les entreprises. On a surtout voulu éviter une nouvelle usine à gaz, m'expliquait tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne, le rapporteur Les Républicains du projet de loi ici au Sénat. Faux, rétorque bien sûr Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Et en attendant, eh bien, les débats viennent tout juste de commencer ici au Sénat. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces informations. Depuis 7 jours, le Sénat, majorité de droite, débat de ce texte, de cette réforme du Code du travail. Je vous propose un point d'étape sur ce marathon parlementaire. Julie Hulin vous en dit plus sur les modifications déjà apportées par le Sénat. Des centaines d'amendements, des explications de vote à n'en plus finir, un débat sur le droit à manifester qui s'invite dans l'hémicycle. Depuis son arrivée au Sénat, la loi travail a parfois suscité de vives tensions qui n'ont pas empêché la majorité de droite d'imprimer une marque plus libérale au texte. Principal point de discorde, le fameux article 2, celui de la primauté donnée aux accords d'entreprise. Une philosophie défendue par la majorité de droite qui va plus loin en ouvrant la négociation d'entreprise au temps de travail avec une durée par défaut de 39 heures. Fini donc les 35 heures quand les communistes et les écologistes défendaient une semaine de 32 heures. Autre point phare, le référendum d'entreprise. L'article voté par le Sénat permet aux syndicats représentant seulement 30% des salariés de valider un accord d'entreprise. En cas de blocage, le patron pourrait lui-même organiser un référendum. Enfin, le Sénat de droite a doublé le niveau des seuils sociaux pour les délégués du personnel et les comités d'entreprise. Des dispositions prises contre l'avis du gouvernement qui ne se privera sans doute pas de revenir dessus lors du passage à l'Assemblée nationale. 36 heures avant la manifestation, la guerre des nerfs est à son comble entre gouvernement et syndicats anti-loi travail. Les opposants au texte refusent tout rassemblement statique. Mounir Soussi. La passe d'armes va-t-elle tourner à l'avantage des syndicats ou du gouvernement ? La préfecture de police et les syndicats se sont réunis aujourd'hui. Toutes les options restent sur la table, l'interdiction, le rassemblement statique ou un défilé classique. Les organisateurs sont prêts à modifier l'itinéraire du cortège si la manifestation est autorisée. Ils partiraient de Bastille pour rejoindre la place d'Italie. La décision finale de la préfecture est attendue ce soir ou demain. Des informations contradictoires ont circulé aujourd'hui sur une possible autorisation du défilé, rapidement démentie par le ministère de l'Intérieur. Le sujet est ultra sensible et c'est en haut lieu que l'arbitrage final sera rendu à l'Élysée et à Matignon. Depuis plus d'une semaine, le gouvernement affiche sa fermeté en brandissant la menace d'interdiction si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Une stratégie qui vise à faire basculer la pression du maintien de l'ordre du côté des syndicats après les débordements du défilé du 14 juin.
Dans l'actualité également, ce chiffre, 48 000 morts par an en France du fait de la pollution atmosphérique. Les particules fines tuent presque autant que l'alcool. C'est le constat alarmiste fait par la nouvelle agence de santé publique, Jérôme Rabier. La pollution de l'air est désormais la 3e cause de mortalité en France. 48 000 décès par an lui seraient imputables, dont 34 000 seraient évitables selon une étude de l'organisme Santé publique France. Concrètement, la pollution de l'air ampute l'espérance de vie d'un adulte âgé de 30 ans de 15 mois s'il réside dans une grande ville, mais aussi de 9 mois en zone rurale, confirmant que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Santé publique France précise également que les pics de pollution sont certes plus visibles, mais pèsent moins sur la santé que l'exposition chronique. Pour lutter contre ces effets sanitaires, Ségolène Royal a annoncé plusieurs mesures ce matin. Les collectivités locales pourront mettre en place des vignettes automobiles classant les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. 6 catégories seront créées et les moins bien classées pourraient être interdites de circulation certains jours critiques. Mais cela restera au bon vouloir des villes. La mairie de Paris a d'ores et déjà annoncé que les véhicules immatriculés avant 1997 seront interdits de circulation la semaine, entre 8h et 20h à partir du 1er juillet prochain. Et puis en marge de l'Euro de football, de nouveaux heurts entre hooligans et forces de l'ordre. C'était tout à l'heure avant la rencontre à risque Ukraine-Pologne à Marseille. Plusieurs supporters ont été interpellés. La sécurité autour et dans les stades fait plus que jamais débat. Jordan Klein. Un véritable pied donné aux autorités françaises. Expulsé de l'Hexagone samedi après les violences en marge du match Angleterre-Russie, ce supporter russe ultranationaliste prend la pause hier à Toulouse. Pas de problème pour passer les frontières. Il sera finalement interpellé en plein match, placé en garde à vue et désormais interdit d'accès au territoire français. Pour les sénateurs de droite, cet exemple pose la question des contrôles aux frontières. On l'expulse par la porte puis revenir par la fenêtre. Il y a quand même un problème à la fois avec nos partenaires et en même temps chez nous. Chez nous, en France, comment est-ce qu'on organise notre propre sécurité ? 60 000 policiers et gendarmes sont déployés et les contrôles aux abords des stades renforcés. Mais les incidents se multiplient. À Saint-Etienne, des fumigènes sont lancés pendant le match. À Paris, un supporter a déjoué les 3 contrôles successifs. Mais pour les sénateurs socialistes, la sécurité est clairement assurée. Vous avez des milliers de personnes qui se rendent dans les stades, dans les fan zones, et qu'il puisse y avoir un manquement à un certain moment sur... Bon, voilà, ça peut arriver, mais c'est aussi une responsabilité collective que nous devons avoir. Ce soir à Marseille, 1 millier de policiers et gendarmes sont déployés et ils seront épaulés par leurs homologues polonais et ukrainiens. C'est la fête de la musique ce soir, une fête en demi-teinte pour des raisons de sécurité, contexte de menaces terroristes et sécurité de l'euro oblige. Certains concerts ont été annulés. Ce n'est pas le cas de celui organisé dans la cour de l'hôtel Matignon à Paris. La fête de la musique est la meilleure réponse au terrorisme, a dit ce soir Manuel Valls, le Premier ministre. François Hollande a reçu aujourd'hui le président ukrainien à l'Elysée. Petro Porochenko a rencontré également Gérard Larcher au Sénat. Aujourd'hui, les 28 pays de l'Union européenne ont prolongé de 6 mois les sanctions économiques contre la Russie pour son implication présumée dans le conflit ukrainien. Il n'y a pas d'alternative à ces sanctions, a déclaré Petro Porochenko lors de sa visite. Enfin, Benoît de Groult s'est éteinte à l'âge de 96 ans, essayiste, romancière. Le chef de l'État, François Hollande, lui a rendu hommage tout à l'heure. Avec Benoît de Groult disparaît une belle et grande figure du féminisme. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et puis quelques hebdos avec d'abord La Croix, Paul. Les Français seraient moins favorables aux aides sociales. Le quotidien publie demain une note de la Fondation Jean Jaurès, note qui en exclusivité souligne que l'attachement des Français au modèle social est en train de s'éroder. À lire l'édito de Guillaume Goubert, le journaliste qui indique que les Français sont davantage attachés aux assurances sociales qu'à l'aide sociale. En clair, ils tiennent plus aux retraites et au salaire minimum qu'au dispositif d'indemnité de chômage. On passe maintenant à Ouest France. 10 questions clés sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Demain, en une de Ouest France, dimanche, les électeurs de Loire-Atlantique voteront dans le cadre d'un référendum. Ouest France s'interroge sur ce projet. Le compte à rebours a commencé et dans son édito, Michel Urvoas souhaite que la participation dimanche soit massive et l'écart net pour sortir enfin de ce dossier miné. À la une de l'Express à présent, c'est Gilles Kepel. Le spécialiste de l'islam livre son analyse. Comment combattre les djihadistes? Les politiques sont désemparés, souligne l'hebdo.
Les islamologues affichent leur querelle sur la question. Le défi lancé par les djihadistes aux démocraties oblige à se pencher sur les racines de cette idéologie. Dossier spécial dans l'Express cette semaine. On découvre la couverture de l'Obs. Oui, en couverture cette semaine, comment réparer l'Europe? L'Obs s'interroge et livre des solutions du naufrage au sauvetage. Comment on est arrivé là? Les raisons historiques de la crise. Après le vote britannique sur l'éventuel Brexit, l'Obs indique les 10 chantiers à lancer d'urgence. Et puis à lire également les analyses de Daniel Cohn-Bendit et d'Hubert Védrine sur la question. Et puis Sonia, on termine ce soir avec cette interview à lire demain dans le Figaro, celle de François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de droite pour 2017. Il n'y a pas de chef à la tête de l'État. Une phrase choc qu'il détaille demain dans le quotidien. Merci beaucoup Paul pour cette revue de presse. À demain avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission. À suivre comme d'habitude, comme tous les mardis. Eh bien, c'est l'émission politique Preuve par 3. Quant à nous, on se retrouve à 22h. Demain, 1h30 de débat, de décryptage et puis les entretiens, bien sûr. Belle et douce fin de soirée et puis douce aussi et belle fête de la musique à vous.